Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce chat, en fait, cette émission interactive qu'on a baptisée avec beaucoup de convivialité, chat avec ton notaire, mais tout cela est très sérieux bien sûr. C'est une émission que nous organisons avec les notaires de la Drôme, de l'Isère et des Hautes-Alpes en direct. Et j'ai, comme on dit, l'honneur, le plaisir et l'avantage d'être avec Aurélie Bouvier. Bonsoir maître. Bonsoir Georges. Alors le jeu est simple, des questions nombreuses. Car vous, évidemment, allez poser des questions. J'en ai aussi pas mal, j'ai ma petite liste. Très bien. Et nous allons aborder un certain nombre de thèmes qui tournent autour de la famille. C'est quand même la pierre essentielle de l'existence, il ne faut pas l'oublier, il y a des choses qui sont graves, mais ça c'est une chose sérieuse. Et c'est surtout parce que c'est sur ces questions-là, maître, que vous êtes sollicité dans votre approche conseil. Vous avez sans doute une image on va dire, un peu surannée d'enregistrer les actes, des choses comme ça. Et j'aimerais qu'on en dise deux mots. Vous êtes disponible pour le public, et je précise la preuve que cette fonction de conseil, elle est gratuite. Je me trompe? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Le conseil, comme vous le disiez, c'est le cœur du métier de notaire. On n'est pas que des chambres d'enregistrement pour des transactions immobilières ou d'autres types d'actes. Au contraire, là où on peut exercer notre savoir-faire et notre spécificité, c'est justement l'accompagnement des couples, des familles. Un simple acte d'achat immobilier peut être l'occasion justement de questionner votre notaire sur toutes vos préoccupations familiales. Et c'est là où on a une vraie valeur ajoutée et un vrai savoir-faire à apporter à nos clients. Et bien sûr, parce que le patrimoine, ça dépend aussi de la famille. On va le voir ensemble, c'est ça qui est formidable et qui c'est pratiquement sans fin. Il y a des interactions dans toute la vie. Effectivement, l'acte d'achat, mais qu'est-ce que ça va devenir et on n'est pas éternel. Voilà. Il y a une étape importante et on va commencer par ça. C'est l'étape de l'union. C'est-à-dire qu'en général, on va dire que c'est une pratique courante. On rencontre quelqu'un, ça se passe bien, on fonde une famille, on se marie ou pas. On achète à deux ou pas. Voilà, ce sont ces sujets qui ont l'air simples, mais on va commencer par la première question qui a trait au mariage, et ensuite nous prendrons également vos questions, rassurez-vous, je ne vais pas conserver Aurélie Bouvier pour moi tout seul, même si c'est un vrai plaisir, mais on va aborder d'abord le mariage ensemble et nous prendrons vos questions. Quels sont, cher maître, les avantages ou l'intérêt finalement de se marier? Qu'est-ce que ça change si je suis concubin et si je suis marié? Oui, alors on peut difficilement parler d'avantage. Voilà, on parle de mariage, donc d'une affaire quand même affective à la base. Voilà, mais il est évident que le mariage apporte des bienfaits à plusieurs égards, et ce sont des questions qu'on nous pose très souvent. On voit très souvent des jeunes couples qui viennent chez nous pour un achat immobilier, qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas pacsés, qui nous posent la question: qu'est-ce qu'il faut faire? Donc évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout dépend de ce que vous en attendez. Il est évident que le mariage est l'institution la plus protectrice pour un couple à plein d'égards, que ce soit sur le plan social, il faut penser à la réversion de la retraite, qui ne bénéficie pas aux gens pacsés. C'est une institution très protectrice sur le plan fiscal, bien entendu, et le mariage procure des avantages fiscaux, comme le Pacs d'ailleurs en matière successorale. Et puis c'est surtout les bienfaits civils du mariage qui nous intéressent, nous notaires, puisque c'est vrai que le fait d'être marié va nous permettre de proposer à nos clients des solutions de protection patrimoniale qui seront dues sur mesure en fonction, est-ce que c'est une famille recomposée ou pas, quelles sont les attentes précises de chaque client. Voilà, c'est vrai que le mariage permet de jouer avec toute une palette de solutions pour nos clients. Sachant que ça a beaucoup évolué ces dernières décennies, le mariage qui était une institution a plutôt tendance à évoluer, on l'a vu. Et il y a une question que vous vous posez sans doute et que vous vous êtes posée, puisqu'on parle de protection, on parle de vivre à deux. Est-ce qu'il faut faire un contrat de mariage finalement, ce qu'on appelle aussi une séparation de biens de façon un peu brutale? Et est-ce qu'on peut faire un point quelle différence ça fait d'avoir un contrat? Parce que le contrat, c'est un peu rêche quand même. Je me marie et j'ai un contrat. Oui. C'est bizarre quand même. Oui, ça peut sembler un peu incongru. Les gens sont toujours un petit peu mal à l'aise de discuter de ces choses-là en se disant on se marie, donc a priori on s'aime, et la séparation des biens est assimilée plutôt à une certaine méfiance. C'est pas vrai du tout. Faut casser ce tabou-là. Un mariage, c'est une union, vous l'avez dit. C'est aussi des accords financiers qui vont se tisser tout au long de la vie. Et si les choses ne sont pas clairement établies dès le départ, on en voit tous les jours dans nos études, c'est difficile à la sortie. Je parle de l'hypothèse du divorce. Le contrat de mariage, celui qu'on pratique le plus souvent, c'est la séparation des biens.
Il faut comprendre que l'intérêt de ce contrat, c'est de dissocier la propriété des revenus. Si vous n'êtes pas marié, ou si vous êtes marié sans contrat, plutôt, un mariage sans contrat fait que les revenus du couple sont partagés mutuellement. Imaginons vous êtes mariés, nous sommes mariés ensemble, Georges. Quelle bonne nouvelle. Je gagne beaucoup plus que vous, bien entendu. Eh bien, si nous sommes mariés sans contrat, mes revenus sont vos revenus. C'est-à-dire qu'en cas de divorce, je dois partager la moitié de mes revenus avec vous. Ça peut poser des difficultés, surtout s'il y a un gros déséquilibre de revenus au sein du couple, surtout si vous avez, vous, envie de vous constituer un patrimoine de votre côté avec vos propres revenus parce que vous avez envie, par exemple, que ça revienne à vos enfants que vous auriez eus avec votre précédente épouse. À ce moment-là, effectivement, la séparation des biens a l'avantage de la simplicité. Mes revenus sont les miens, vos revenus sont les vôtres. Ça n'empêche pas de mettre en commun nos revenus pour une opération immobilière ponctuelle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir par la suite. Mais ça a le grand avantage de cloisonner le patrimoine de chacun des deux époux, ce qui est beaucoup plus facile à gérer en cas de divorce, mais aussi en cas de recomposition familiale. Alors je précise pour nos auditeurs ou spectateurs, vous avez dit vos précédentes épouses. Oui. Ce n'est pas le cas, chère Aurélie, je le précise, c'est important quand même. Hein. Une question par rapport à la protection, justement, on en parlait tout à l'heure. Quand on a un contrat de mariage, mes bêtises, en fait, ne sont pas celles de mon conjoint, du coup. J'assume ce que je fais, y compris financièrement. Absolument. Ce qu'on appelle la solidarité financière entre les époux est limitée par la loi à des dettes très très réduites. Si vous prend l'envie demain, je caricature, mais d'aller jouer au casino ou de contracter un prêt à la consommation pour vous acheter une très jolie voiture, à ce moment-là, c'est votre dette, c'est votre prêt, ça ne m'engage pas moi. Ça, c'est important. C'est important. Il y a une autre question qui est celle de l'héritage. De fait, quand on a un contrat de mariage, ça change quelque chose au niveau de l'héritage, parce qu'on imagine que tout est séparé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est souvent une idée reçue que de croire que le contrat de mariage permet de créer des règles d'héritage différentes de celles qui peuvent exister en absence de contrat de mariage. Ce n'est pas vrai. Que vous soyez marié avec ou sans contrat, en cas de décès, les règles successorales sont strictement les mêmes. D'accord. Et parfois, le contrat de mariage peut être l'occasion de prévoir des règles spécifiques, dans certains cas de famille très, très, très particuliers, en cas de séparation, en cas de décès, pardon. Mais à la base, non, le mariage donne à votre conjoint le droit d'hériter dans les mêmes largeurs que vous soyez en séparation des biens ou pas. Alors, il y a une expression que je connais, alors j'ai du mal à en définir les contours, c'est plutôt votre métier, maître, que le mien. Le mien, c'est de poser des questions. Quelle est la différence entre un contrat de mariage et une communauté réduite aux acquêts? Précisément, la communauté réduite aux acquêts, c'est quand il n'y a pas de contrat de mariage. Donc on parle de communauté réduite aux acquêts. Acquêts, c'est ce que l'on acquiert pendant le mariage. Les revenus est ce qu'on achète avec ses revenus. Sans contrat, c'est 50-50. Avec contrat, c'est chacun est propriétaire de ce qu'il a acquis. Alors, moi, j'ai mieux compris. On va prendre maintenant des questions. Alors, comment ça va se passer pour les questions? Je vous explique, parce que ça va sans doute vous sembler confusionnel, mais je les découvre au fur et à mesure où elles arrivent. Je les pose à Maître Bouvier et chère Aurélie, ensemble, parfois, je vais reformuler. Donc, ce n'est pas de la maladresse, mais c'est juste pour que tout cela soit clair. Alors, bonjour, je suis en couple avec Madame C. Nous ne sommes ni mariés, ni pacsés, c'est important. Nous avons un fils ensemble et ma compagne a 2 enfants d'un premier mariage. Jusque-là, ça va? Cas classique, je dirais aujourd'hui. Parfait. Nous habitons dans ma maison, dit-il. Madame a une maison qu'elle loue et nous avons une maison ensemble que nous louons aussi. Okay. Pas besoin de prendre de notes? On est bien. On continue. Comment pouvons-nous nous protéger mutuellement en cas de décès sans désavantager notre fils et ses enfants à elle? Et voilà. Et voilà. Belle question, hein? Oui, c'est une question à tiroir, c'est une question intéressante parce qu'on l'a tous les jours. En fin de compte, quelle que soit l'importance du patrimoine, ce couple on l'a vu, 3 biens, un bien à monsieur, un bien à madame, un bien en commun. Peu importe l'importance du patrimoine, le vrai sujet, c'est quel est le degré de protection que l'on veut apporter à l'autre et qu'est-ce qui reste pour les enfants finalement. Donc c'est pas toujours évident de dire est-ce que je choisis de protéger mon conjoint, est-ce que je choisis de protéger mes enfants. Ce qui est à peu près certain dans leur cas précis, c'est que il ne faut pas qu'ils s'inquiètent pour leur enfant qui est en commun, puisque finalement cet enfant héritera de ses 2 parents. Par contre, il est évident que sur le patrimoine
qui est propriété que d'un seul des époux. Cet époux a plusieurs enfants. Donc la question, c'est plutôt quelle protection est-ce qu'il va pouvoir mettre en place vis-à-vis du conjoint. Finalement, si cet époux a 3 enfants, ces 3 enfants hériteront à terme un tiers chacun de lui, immanquablement, et réciproquement pour la maman. Le sujet, c'est entre les 2 décès, il y aura forcément un des 2 conjoints qui survivra, et à quoi il aura droit. J'entends dans la question qu'ils ne sont ni mariés ni pacsés, donc il faut être extrêmement clair. Dans un cas comme ça, l'autre n'a droit à strictement rien. Donc je raisonne sur la maison dont monsieur est propriétaire et qui est a priori le logement de la famille. Le jour où ce monsieur décède, sa maison va être immédiatement attribuée à ses 3 enfants. On peut présumer que l'enfant commun avec madame ne devra pas trop poser de difficultés. Par contre, madame pourrait légitimement s'inquiéter de ce qu'elle va devenir par rapport à ses 2 beaux enfants, entre guillemets. Là, il est évident que sans un mariage ni un pax, madame, faudra qu'elle compte sur la confiance de ses beaux enfants pour pouvoir rester chez elle. Sinon, ce sera très compliqué. La confiance, voilà, c'était pour la question d'Antoine. Raphaël qui nous dit « Bonjour, nous sommes propriétaires de notre habitation principale avec ma compagne. Nous ne sommes ni mariés, ni pacsés. Quel risque encourons-nous ? Vous disiez que ça arrivait tous les jours, ces questions. Et oui, c'est tous les jours. On est en 2022. Autrefois, les gens se mariaient, puis achetaient. Maintenant, c'est plus du tout ça. Les gens achètent d'abord, se marient peut-être après, mais surtout, ils vivent des longues périodes d'union libre. Donc là, dans le cas de ce couple-là, ni mariés ni pacsés, ils sont propriétaires en commun. Donc clairement, la part de monsieur, s'il décède, va à ses héritiers. En clair, ses parents, père, mère, frères et sœurs, s'ils sont encore vivants, famille plus éloignée s'il n'en a pas. Mais en clair, la compagne n'a droit à rien et réciproquement. Très bien. Ce qui veut dire que si, je prolonge un tout petit peu avant de passer au point suivant, qui d'ailleurs est très proche du mariage, si un bien est acheté alors qu'on est en union libre, on va dire, dès qu'on se marie, il faut régler ça, il faut venir vous voir et puis essayer de mettre les choses un petit peu en place, sinon ça risque de déraper sur la fin. C'est surtout que le travail du notaire, à l'occasion de l'achat par ce couple en union libre, c'est de conseiller les clients en disant attention, vous avez acheté, c'est bien. Est-ce que vous êtes conscient que le jour où il y en a un des 2 qui disparaît, l'autre est totalement démuni? Il devra forcément, s'il veut rester dans la maison, racheter la part à la belle famille pour pouvoir rester chez lui. Soit ça leur convient, il y a des gens à qui ça convient très bien, soit ça leur convient et on reste là, soit ça leur convient pas, et à ce moment-là, il faut qu'on propose, nous notaires, soit un pax, soit un mariage, tout dépend après du degré de protection qu'ils veulent se conférer, mais il faut bien que les gens aient conscience qu'en dehors du mariage ou du pax de manière plus marginale, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de salut en cas de décès. Vous avez le sens des transitions, puisqu'on va parler du pax. Voilà. Alors justement, c'est un des intérêts, puisque vous venez de le souligner, mais social, fiscal, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu en quoi le pax est bien plus protecteur qu'une union totalement libre, désintéressée, amoureuse, simple. Le pax, c'est un petit peu, on est au milieu du gué entre l'union libre où on n'a clairement aucune protection en cas de décès et le mariage où on est protégé à 100%. Le pax, on est au milieu du gué, pourquoi? Parce que c'est un espèce de mix entre l'union libre et le mariage. Sur le plan fiscal, on est assimilé à des gens mariés, c'est-à-dire que pour peu qu'on ait pris la peine de faire un testament pour hériter l'un de l'autre, c'est comme les gens mariés, il n'y a pas de droit de succession. On est fiscalement comme les gens mariés parce qu'au niveau de l'imposition sur les revenus, on forme un seul et unique foyer fiscal avec tous les bénéfices que ça peut apporter. Sur le plan social, en revanche, c'est là où on retombe dans l'écueil de l'union libre, c'est-à-dire qu'on ne profite pas de la réversion de la retraite, contrairement aux gens mariés. La réversion de la retraite, il faut le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est je perds mon compagnon qui a 65 ans, si je suis mariée, la retraite qu'il touchait, je vais pouvoir en percevoir une partie. Et là, rien? Rien. Dans le PACS, non. D'accord. Clairement non. Comme pour les simples concurrents. C'est pas un détail quand même. Non, c'est un détail que les gens oublient souvent. Compte tenu des niveaux de retraite, c'est un point extrêmement important que de pouvoir bénéficier de la réversion de la retraite. Après, le PACS sur le plan civil, on retombe dans les écueils de l'union libre, si je puis dire, dans le sens où il n'y a absolument aucune protection qui est prévue par la loi pour les partenaires pacsés en cas de décès. Si vous êtes pacsé avec quelqu'un, vous décédez, il n'héritera pas de vous. Il faut avoir à ce moment-là mis en place un testament pour qu'il hérite de vous, mais avec un écueil majeur, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en discuter, c'est que par rapport au mariage, le testament en cas de PACS peut être parfaitement inefficace si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, le PACS avec le testament, ça marche. Si vous avez des enfants, on ne peut pas garantir, nous, notaires, que ça marchera. Alors, quelle est la nuance? Parce que si on fait un testament et qu'on écrit, par exemple, moi, je veux donner telle somme à cet enfant.
c'est Alors, pas possible. la nuance, c'est que on ne peut pas déshériter ses enfants. Aujourd'hui, c'est un peu le Saint Graal dans le Code civil. Les enfants. C'est dans l'autre sens que. D'accord. Ah, pardon, j'ai pas Non, compris non, votre non, question. non, non, c'est ça. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Je ne vais pas vous interrompre. Sur le PACS dit clairement que en cas de décès, il n'y a pas de protection, dans ce sens où les enfants restent ce qu'on appelle des héritiers réservataires. Vos enfants ont droit à un pourcentage incompressible de votre patrimoine. C'est défini par la loi, on ne peut pas y déroger. Il n'y a que dans le mariage où la loi dit votre conjoint aura la possibilité de bénéficier de vos biens, de sorte que les enfants toucheront votre patrimoine qu'au décès du dernier des deux parents. Ça, c'est prévu par la loi pour les gens mariés. Pour les gens pacsés, ce n'est pas prévu. On peut le faire dans un testament, on peut l'écrire, l'intention sera là. Mais dans la réalité, quand il faudra appliquer le testament, si vous ne vous entendez pas avec vos enfants, si c'est des enfants communs, ou avec les enfants de l'autre, si vous êtes dans une famille recomposée, les enfants réclameront leur part et vous prendrez en tant que conjoint ce qui reste. Voilà. C'est un peu abrupt, mais c'est la réalité. La dure, pas triste, la dure réalité. Alors, des questions, vos questions. Bonjour, c'est Audrey qui pose la question. Je suis pacsé et nous avons 2 enfants. J'ai investi avec mon conjoint dans la rénovation d'un bien immobilier dont il a hérité lors de ses arrangements familiaux. En cas de séparation ou de décès, que se passera-t-il pour moi? Dit Audrey. Donc Audrey, elle a mis de l'argent dans cette maison. J'ai investi avec mon conjoint dans la rénovation d'un bien immobilier dont il a hérité. Donc premier conseil qu'il faut donner à Audrey, c'est déjà de bien garder la trace de cet investissement personnel qu'elle a fait dans le bien de l'autre, puisque si elle n'a facture, tout facture, est bon. Relevé de compte, bien garder ses relevés de compte. Les banques gardent les archives, je crois, 10 ans, donc il faut bien être soigneux là-dessus et les garder au-delà. Audrey pourrait faire valoir vis-à-vis de son conjoint en cas de séparation ce qu'on appelle une créance, de pouvoir demander à son compagnon qu'il lui rende l'argent qu'elle a mis dans cette maison qui n'est finalement qu'à lui. Compliqué. Ouais. C'est très compliqué, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'arrangement amiable, ça part devant le juge et il n'y a absolument rien qui permettra à Audrey d'avoir la certitude de récupérer cet argent, première chose. Et surtout en cas de décès, Audrey aujourd'hui n'est pas protégée. Donc c'est ce que j'évoquais tout d'abord il y a quelques minutes, c'est-à-dire que Audrey, si elle veut pouvoir hériter, en tout cas bénéficier de ce qu'on appelle de l'usufruit de cette maison, c'est-à-dire pouvoir vivre dedans jusqu'à la fin de ses jours, il faut que son compagnon mette en place un testament en sa faveur. Si ce testament n'existe pas, elle ne pourra pas bénéficier de cet usufruit. Elle n'en héritera jamais de toute façon à terme. L'héritage, encore une fois, revient aux enfants. Mais avant que ça revienne aux enfants, Audrey aujourd'hui n'a rien, clairement. Comme on dit, il faut toujours prévoir le pire, il n'est jamais décevant. Une deuxième question pour Marie. Bonjour, nous nous sommes pacsés en 2009. Comment faire pour avoir une protection l'un envers l'autre? Y a-t-il une différence avec les contrats de Pacs actuels 2009 par rapport à maintenant? Ah oui. Ça vaut le coup ou pas en fait, en gros? Alors oui, parce que je crois de mémoire, 2009 ça date un peu, vous me pardonnerez, mais je crois que de mémoire, quand on se pacsait avant 2009, si on ne se pacsait pas devant notaire bien sûr, mais on pouvait le faire au tribunal, il y avait par défaut un régime de propriété des biens qui n'était pas toujours très adéquat, qui était dans mon souvenir le régime de l'indivision. Ce qu'il faut conseiller à ces dames, c'est de s'assurer qu'il y ait bien eu à un moment donné un choix pour la séparation des biens, soit au moment de la déclaration du contrat de Pacs en 2009 qu'elle a pu faire au tribunal, soit qu'elle fasse les démarches aujourd'hui auprès de la mairie de son domicile ou auprès d'un notaire. L'avantage de la séparation des biens, je le rappelle, c'est que ça va permettre de définir clairement qui est propriétaire de quoi, et d'éviter les imbroglios en cas de séparation, si notamment un s'est endetté maladroitement, etc. Alors je passe vite pour ne pas frustrer Adeline et Mathieu sur la question du Pacs. Pour Adeline qui protège le dernier vivant, vous avez répondu tout à l'heure, faut-il obligatoirement un testament? Vous l'avez évoqué. Et pour Mathieu, j'ai pour projet de me paxer, c'est très rapide, prochainement. Doit-on passer chez le notaire pour un Pacs ou le seul passage en mairie suffit? C'est sa question. Le passage en mairie est complètement suffisant, le passage chez le notaire est plus obligatoire. Mais si vous passez en mairie, vous ne pourrez pas bénéficier des conseils que vous donnera le notaire, notamment sur la protection en cas de décès. Voilà. Bien noté. On passe au sujet suivant parce que nous avons déjà pris un peu de retard, tout ça est passionnant. Okay. On parle de l'achat à deux. On l'a déjà évoqué. On a vu évidemment qu'il fallait, même si c'est un petit peu dur, prévoir le pire, encore une fois. Mais là, la question, avant que je prenne vos questions et les questions de ce chat, comme on dit, quand on achète à deux,
Sans être marié, qu'est-ce qui se passe? Parce que question de l'apport, est-ce qu'on est moitié-moitié, etc. Donc quand on achète à deux globalement sans être marié, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous dites rien, vous êtes présumé acheter moitié-moitié avec l'autre. D'accord. Si ça correspond à la réalité de vos financements, pas de problème. Mhm. La difficulté, vous l'évoquez, c'est s'il y en a un qui a plus d'apport que l'autre. Si rien n'a été mis dans l'acte d'achat, C'est très carré tout ça quand même. Hein. oui. Si rien n'a été mis dans l'acte d'achat, celui qui a plus apporté que l'autre pourra difficilement récupérer son apport en cas de séparation. D'accord. Pour le dire clairement, il faut que tout soit clair dès le départ et quand on vient vous voir, il faut, par exemple, excusez-moi si c'est pas réel ce que je dis, mais dire, ben, moi c'est 63% et lui ou elle c'est le reste, 37%. Donc c'est comme ça. Oui, on peut l'écrire comme ça. Bien sûr, le notaire va vous aider d'ailleurs à calculer ses quotes-parts, mais l'idée c'est de dire au notaire qui met quoi sur la table. Et en fonction de ça, voilà, on fait une petite règle de 3 toute simple pour définir les quotes-parts de propriété de départ. Sachant qu'au fil de l'eau, ces quotes-parts peuvent évoluer dans le sens où si on se dit qu'au début on va emprunter 50-50 et que finalement au bout de 10 ans il y en a un qui se met à rembourser le crédit plus que l'autre, et bien là il y a un déséquilibre qui va se créer et il faut bien que ce soit expliqué dans l'acte la façon dont on va vouloir traiter ce déséquilibre. Est-ce que ça donnera lieu à rééquilibrage à la sortie ou est-ce qu'au contraire celui qui paye plus que l'autre ne souhaite pas qu'il en soit fait état au moment de la séparation? Alors justement, puisque vous voulez qu'on parle d'argent, on va parler d'argent encore un petit peu. Si au bout de 5 ou 6 ans, je paye le crédit, je vous rappelle que nous sommes mariés. Bien sûr. Voilà. Si au bout de 5 ou 6 ans, je ne paye plus le crédit, pardon, mais je fais les courses, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Je fais les courses, moi, quand même. Oui, mais c'est bien pour moi. Puisque moi, j'ai payé le crédit, donc moi, j'ai capitalisé. C'est le problème. Vous disiez, Georges, l'hypothèse, on est marié. Non, quand on est marié, ces questions-là sont réglées par la loi. C'est justement quand on n'est pas marié que ça pose problème. Et c'est pour ça que sur la ligne d'arrivée, celui qui a remboursé le crédit et celui qui a remboursé les courses, même s'il dépense la même chose tous les mois, sur la ligne d'arrivée, ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'il y en a un qui aura capitalisé et l'autre qui n'aura pas capitalisé. Et celui qui malheureusement aura contribué aux dépenses de la vie commune, entre guillemets, mais sans le capitaliser dans un achat immobilier, risquera d'être fortement pénalisé et ce sera très compliqué pour lui de pouvoir récupérer son dû, entre guillemets, à la sortie. D'accord, si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas clair, en cas de conflit... On n'a pas de solution. On n'a pas de solution. On n'a pas de solution, ça part devant le juge et les tribunaux. Les décisions ne sont pas forcément toujours acquises à la victime, entre guillemets. Oui, en gros, ce qui est clair, c'est qu'on n'est plus d'accord pour être ensemble. Ce qui l'est moins, c'est qu'est-ce qu'on fait du capital qu'on a. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, on va prendre une ou deux questions. Je vous avais dit qu'en direct, il fallait que je lise les questions, que je les comprenne. Et voilà. Bonjour, est-il possible de faire un testament pour un couple en union libre qui achète un bien? On suppose qu'il achète le bien ensemble. Voilà. Est-ce qu'on fait un testament? Sur le plan civil, c'est possible, mais fiscalement, c'est suicidaire. Pourquoi? Parce que oui, parce qu'en union libre, c'est tout simple. S'ils achètent à deux un bien qui vaut 100, ils vont faire leur testament pour dire en cas de décès, je te lègue ma moitié réciproquement. Celui qui survit va devoir payer 60% de droits de succession pour hériter de l'autre. 60%? 60%. Mais c'est pour ça que les gens se pacsent, puisque le Pacs permet d'effacer en quelque sorte cette note fiscale. Et même chose pour les gens mariés. Donc non, un testament quand on est en union libre, on oublie tout de suite. C'est clair, hein? C'est clair. Autre question, ça c'était pour Hugo, hein, la réponse un peu abrupte, votre réponse abrupte, c'était pour la question d'Hugo. Rémi nous dit, bonjour, j'achète en VFA, on explique vente en l'état futur d'achèvement, en général c'est dans du neuf. J'achète en VFA pour la première fois, quels sont les points principaux, cher maître, sur lesquels je dois être vigilant? Merci d'avance cordialement. Très poli, Rémi. Très bien. Donc on change complètement de sujet. Sur un achat en VFA, les points de vigilance à avoir, en réalité, c'est le notaire qui va les avoir pour vous. Pourquoi? Parce que l'achat sur plan, c'est l'achat le plus réglementé par le droit français. En revanche, on est hors sujet. Je ne l'ai pas remarqué. Alors, si ça ne trouble pas Rémi, on va rester sur nos sujets et on répondra à Rémi tout à l'heure parce que l'achat en VFA est effectivement, je le note pour Rémi, très réglementé, mais ça n'a rien à voir avec l'achat à deux. C'est ça. On lui répondra tout à l'heure. On lui répondra plus tard. Alors, si vous êtes d'accord, comme nous sommes revenus dans le timing, merci pour la précision, on va parler de la donation. Vous voyez qu'on n'est pas forcément dans le même sujet que l'achat. Alors, la donation, ça concerne un moment de la vie qui est particulièrement important et qui est particulièrement grave, c'est la fin de vie, quand on est en couple.
Et il faut à ce moment-là procéder, et vous allez nous expliquer, prendre des dispositions sur la succession pour en limiter le montant des frais, des obligations. Je n'ai pas les bons mots, pardonnez-moi. En gros, quand on décède, il y a un héritage, et si on fait une donation, on paiera moins de droits de succession. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Et alors, c'est simple, hein, quand, combien, comment, en fait? Très bien. Je peux, mais quoi, quand? Quand il n'y a pas d'âge pour faire des donations, on nous dit souvent, est-ce que je ne suis pas trop jeune, trop vieux? Non, dans l'absolu, on peut faire des donations à n'importe quel âge. On peut donner à un enfant qui a n'importe quel âge. Maintenant, il est évident qu'on ne va pas encourager à faire des donations à des enfants qui sont trop jeunes. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez donné le bien, l'enfant va avoir certaines prérogatives sur le bien. Et il ne faudrait pas que ça puisse poser des difficultés pour le parent si un jour il veut vendre le bien qui a fait l'objet de l'acte de donation. Prérogative, ça veut dire qu'à partir du moment où on a donné un bien, on n'en est plus complètement, totalement propriétaire, en fait. On ne fait pas ce qu'on veut. Alors, oui et non. La réalité est un peu plus subtile que ça. C'est-à-dire que quand on donne un bien, en fait, pour utiliser le terme technique, on donne la nue propriété d'un bien. Je raisonne sur un bien immobilier, les donations classiques. Je donne un bien immobilier en nue propriété à mes enfants pour qu'ils n'aient pas de droit de succession à payer lors de mon décès. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Les enfants, quand ils sont nus propriétaires, ils ne sont pas propriétaires du bien. C'est-à-dire qu'ils ne sont propriétaires qu'au décès du dernier des deux parents. C'est ce que ça veut dire. En attendant, si vous voulez vendre votre bien, vous, le parent qui avez la qualité de ce qu'on appelle usufruitier, vous avez tout à fait le droit de vendre votre bien, mais il faut l'intervention de votre enfant. Alors souvent on nous dit, bah oui, mais moi si mon enfant n'est pas d'accord, il faut garder les pieds sur terre. Les enfants qui refusent le droit de vendre à leurs parents, c'est plus, je pense, une légende urbaine qu'autre chose. Par contre, c'est là où je rebondis par rapport à quand faire une donation, les gens peuvent se dire, ben, on va donner à notre enfant qui est mineur, parce que c'est vrai que fiscalement c'est extrêmement intéressant, mais pour autant attention, parce que si vous devez vendre, tant que votre enfant est mineur, vous ne pourrez pas vendre sans l'accord du juge des tutelles. Et là, on rentre dans des complexités administratives qui peuvent être un petit peu difficiles à surmonter. Donc il vaut mieux, compte tenu de tout ça, donner à un moment où l'enfant est déjà majeur, première chose, et puis surtout à un moment où les relations de confiance sont suffisamment bien établies avec l'enfant pour qu'on soit certain que le jour où on veut vendre le bien, il n'y ait aucune difficulté avec l'enfant pour la prise de décision. Alors on rappelle que l'usufruit, c'est la capacité qu'on a à jouir du bien, c'est-à-dire le mettre en location, etc. C'est ça l'usufruit. C'est user le usufruit, l'usage et les fruits. J'use le bien, c'est-à-dire que ma résidence principale, par exemple, je la donne, mais je continue à y habiter. Les fruits, c'est mon appartement au bord de la mer, je le loue et je continue à en percevoir les loyers. D'accord, on va rester sur la partie donation de biens immobiliers parce que c'est un sujet à tiroir qui est pour moi un des plus complexes quand même. Hein. On a plusieurs échelles, vous avez commencé à en citer une. Je voudrais qu'on parle, et je vais contextualiser, de la donation-partage, de la question de l'indivision, puis de la question des soulds, qu'est-ce qui va se passer après. Je donne un peu un schéma parce que le raisonnement va être dans cet ordre-là. Alors, la donation-partage à un enfant ou à un autre enfant, d'abord c'est quoi la donation-partage ? Alors, la donation-partage, c'est quand on a plusieurs enfants. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les donations simples. Je donne un bien à un enfant. Et la donation-partage. J'ai un bien, deux enfants, je vais le donner moitié à chacun de ces deux enfants. Ou j'ai deux biens, deux enfants, je leur donne chacun un bien. Ça, c'est ce qu'on appelle des donations-partage. La donation-partage, c'est un partage de son vivant. Contrairement à la donation simple, qui est du one-shot, si vous me permettez l'expression, c'est voilà, au coup par coup, où mon enfant a besoin d'argent, ça tombe bien, j'en ai, je lui donne, je lui fais un chèque pour l'achat de sa maison, c'est ce qu'on appelle des donations simples. La donation simple, c'est pas le problème. En revanche, quand on est en donation partage, vous avez expliqué qu'on donnait à l'un et à l'autre, mais le temps va faire son œuvre. Je prends un exemple tout bête, deux petits studios. Un à Pierre et l'autre à Paul. 20 ans après, il y a un studio qui était à Paris et l'autre qui était je ne sais où parce que je ne veux pas faire de peine aux gens. Et si Pierre, son bien a été multiplié par 10 et celui de Paul a été divisé par 2, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On ne revient jamais sur une donation-partage, il faut être très clair là-dessus. Une fois que c'est donné, c'est donné. Une fois que c'est partagé, on ne revient pas là-dessus. Tout dépend de comment vous avez écrit les choses dans l'acte de donation-partage.
Si au départ, votre studio à Paris et votre studio à Grenoble valaient la même chose, bah, ma foi, celui qui a bénéficié de l'appartement de Paris, bah, tant mieux pour lui. Voilà, puisqu'à l'arrivée, son studio aura pris plus de valeur que celui de Grenoble, sans qu'il y ait un rééquilibrage qui soit fait entre les deux enfants. En revanche, on peut tout à fait imaginer que sur la ligne de départ, Paris valait plus cher déjà à la base par rapport à Grenoble. Évidemment. Donc il avait été convenu ce qu'on appelle une soute, c'est-à-dire que Paul qui a reçu Paris, valant plus cher que Pierre qui a reçu Grenoble, eh bien on va dire que Paul doit X à Pierre, soit tout de suite, soit au moment du décès des parents, pour rééquilibrer. En fait, la question cruciale dans une donation-partage, vous l'avez compris, c'est l'évaluation au départ des biens dans l'acte. Si l'évaluation est telle que les biens ont sur la ligne de départ une valeur égalitaire, il n'y aura jamais de rééquilibrage au moment de la succession des parents. C'est l'essence même de la donation-partage. D'accord, on va prendre quelques questions sur le sujet et j'en ai quand même quelques-unes. On va parler de la question de Marie. Ma sœur a des biens, dit Marie, elle n'a pas d'enfants. Peut-elle faire une donation à mes enfants? Oui, elle peut faire une donation techniquement à ses neveux, c'est tout à fait possible, mais sans vouloir décourager Marie, la question va être fiscale, c'est-à-dire que donner à ses enfants, ça a un coût, mais la fiscalité des donations de parents-enfants, elle est plutôt sympathique. En revanche, donner à ses neveux-nièces, ça a un coût qui est souvent confiscatoire. Les neveux-nièces sont imposés de l'ordre de, je crois, 45 à 55% d'impôts sur la valeur de ce que vous donnez. Donc le plus souvent, c'est là où le bas blesse, c'est que quand on fait le devis en quelque sorte de la donation, on se rend compte que le coût est beaucoup trop important pour donner de son vivant. Donc après, cette personne peut se dire, je fais un testament en désignant mes neveux-nièces pour qu'ils hériteront à mon décès. Ils auront des droits de succession à payer à ce moment-là, qui devra certainement les conduire à vendre le bien pour pouvoir s'acquitter des droits de succession. Il leur en restera toujours un petit peu, mais au moins ça éviterait à Marie de sortir aujourd'hui l'argent pour pouvoir payer les frais de la transmission. Alors, autre question, Muriel, qui pose une question à laquelle vous avez partiellement répondu, mais là on va comprendre que c'est important. Bonjour, je viens d'hériter d'une maison avec mes filles dont une est mineure. J'ai un acquéreur, mais le dossier traîne en longueur. On me dit qu'il faut avoir l'autorisation du juge des tutelles pour ma fille mineure pour finaliser cette succession qui dure depuis 14 mois et n'avance pas. Merci pour votre aide, c'est l'illustration de ce que vous disiez, le bon moment pour faire les choses. Donc on parlait du bon moment pour la donation. Là, cette personne, c'est une succession, mais en définitive, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un enfant mineur qui se retrouve propriétaire d'un pourcentage de ce bien-là. Et évidemment, la succession ne peut pas être réglée et la vente ne peut pas avoir lieu tant que le juge des tutelles n'a pas donné son accord. Autre question de Lola, cette fois, sur un autre sujet. Bonjour, dit-elle. Je suis propriétaire de mon appartement, mais il me reste encore 3 ans de crédit. Est-il possible de faire une donation à mon enfant? Oui, il n'y a rien qui l'interdit, mais il faut rester prudent quand même parce que souvent dans les contrats de prêt, il est prévu ce qu'on appelle des clauses d'exigibilité anticipée, c'est-à-dire que la banque peut vous dire, comme je change le propriétaire, il faut rembourser le crédit. Donc il faut toujours prendre soin de contacter son banquier, ce qui ne devrait pas poser de problème en pratique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on donne un bien qu'on transfère à son enfant la charge de rembourser le crédit. Cette dame va donner, mais elle va continuer de rembourser le prêt. D'accord. Une question qui est un petit peu plus technique, c'est une question de Caroline. Mes parents, dit-elle, me font une donation pour nous permettre, à moi et mon mari, de pouvoir acheter notre appartement. Jusque-là, c'est simple. Comment inscrire cela dans un contrat d'achat afin d'éviter les éventuels problèmes futurs sur la répartition de l'apport et le remboursement du crédit? Donc là, elle a dit Marie. Oui. Donc Marie, c'est ses parents qui lui font une donation à elle, et pas à elle et son conjoint déjà. Techniquement, les parents de elle ne peuvent pas donner à lui. Ça, c'est pas possible. Donc il lui donne à elle et elle va injecter cet argent dans un achat en commun avec son compagnon ou son mari. Appartement, tout à fait. Donc là, il faudra effectivement qu'elle prenne soin de faire inscrire dans l'acte notarié une clause comme quoi elle a bien cet apport-là qui lui provient de cette donation, de façon à ce que ça la protège déjà, elle, vis-à-vis de son compagnon ou de son mari, si jamais il y avait un divorce. Et puis surtout que ce soit bien inscrit, si jamais Marie elle a des frères et sœurs, qu'on puisse bien assurer la traçabilité de l'argent qui lui a été donné pour justement pouvoir pallier à toutes
tous les éventuels problèmes au règlement de la succession des parents, sur le fait que Marie ait bénéficié d'un avantage que ses frères et sœurs n'auraient peut-être pas bénéficié. Je remonte un peu à la question de tout à l'heure. Le contrat de mariage peut être très utile dans ce cas-là, puisque les choses, où ça change rien finalement. Ça ne change rien, puisque même en absence de contrat de mariage, hein, ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquis, ce qui vous vient de votre famille vous reste personnel. Ça, c'est clairement défini par la loi, donc il n'y a absolument aucun intérêt de faire un contrat de mariage pour isoler l'argent qui vous est familial. Il est familial de par la loi. Pas de difficulté à mon avis. Alors, on va quitter un petit peu le domaine de la donation en matière immobilière pour s'arrêter quelques secondes sur quelque chose qui est assez simple, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la somme d'argent de la main à la main. La première question qui vient à l'esprit, est-ce qu'il faut faire un acte quand on donne de l'argent à ses enfants ou à ses proches? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et on n'a pas dit combien. On n'a pas dit combien on pouvait donner. On peut tout donner, hein, si on veut. Mais quels sont les seuils qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire? Voilà, fiscalement, on peut donner jusqu'à ce qu'on appelle l'abattement traditionnel et les compléments sous forme de somme d'argent. 100 000 par parent et par enfant. Hein, donc un couple peut donner 200 000 à un enfant et il peut compléter avec une somme d'argent, ce qu'on appelle des donations exceptionnelles. C'est à peu près, je crois, 31 000 € par parent. Donc en tout, chaque enfant peut recevoir 131 000 de chacun de ses parents, sous forme d'argent. Après, on n'est pas obligé de faire un acte notarié pour donner de l'argent à un enfant, il faut être très clair là-dessus. Par contre, ne pas faire d'acte de donation notarié, ça va pouvoir exposer votre enfant, s'il a des frères et sœurs, à des difficultés au moment du règlement de votre succession. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir dans la suite des questions, mais la difficulté, c'est déjà la difficulté de la preuve. Vous donnez 50 000 € à un enfant en 2022, vous décédez en 2053. Est-ce qu'on aura la trace de cette donation ou pas pour rééquilibrer en faveur des frères et sœurs? Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est cet enfant va utiliser l'argent pour un investissement immobilier. Il faut comprendre qu'au regard de la loi, ce n'est pas les 50 000 que vous lui aurez donné au départ, que vous êtes réputé lui avoir donné à la sortie, c'est l'argent donné sera revalorisé. Pour prendre un exemple tout simple, j'ai 2 enfants, je leur donne 100 à chacun, un qui va s'acheter une très jolie voiture ou partir en vacances et un qui va s'acheter un bien immobilier. Sur la ligne d'arrivée, si vous n'avez pas fait ce qu'on appelle une donation partage pour dire, voilà, ils ont chacun 100 et il n'y aura plus de sujet, sur la ligne d'arrivée, celui qui aura investi l'argent dans un achat immobilier est réputé avoir reçu plus que celui qui aura dépensé son argent inutilement. Et comme celui qui a reçu plus ne doit pas être défavorisé par rapport à l'autre, eh bien il prendra moins dans ce qui restera sur le patrimoine des parents. Ce qui n'est pas forcément très juste. La cigale et la fourmi. C'est ça. 2 questions pour terminer rapidement, parce qu'on a peu de temps, et je voudrais quand même qu'on donne 2 infos à Hugo sur la question de la VFA. Est-ce qu'un testament protège le conjoint pour l'héritage comme le mariage? Je suppose que Gérald parle de testament en cas de mariage. J'ai un peu du mal à cerner sa question, Gérald. Oui, alors peut-être que Gérald, c'est justement quand il parle de conjoint, c'est plutôt le compagnon. Quand on est marié, par définition, il n'est pas nécessaire de faire un testament, sauf recomposition familiale. J'insiste beaucoup, la loi n'est pas très bien écrite pour les familles recomposées. Donc là, le testament pour les gens mariés, il est indispensable. Pour les gens qui ne sont pas mariés, le testament, oui, à condition d'être pacsé et sous la réserve qu'il n'y ait pas d'enfant, puisque là, ce sera compliqué. D'accord. Alors, je précise à tous ceux qui posent des questions qu'évidemment, nous posons un maximum de questions ici, mais que les questions restent inscrites, bien sûr, et que, je l'espère, pour ceux qui ont consacré du temps à rédiger ces questions, que vous pourrez y répondre. Il y en a qui sont complexes. On parle même d'un notaire espagnol. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais Hugo ayant posé sa question sur la VFA, sur les obligations de la VFA, on va faire une petite parenthèse avant de conclure. Il y a des obligations en VFA qu'il faut respecter. Il y a des points de passage. C'est pas pareil d'acheter une maison ancienne et d'acheter un appartement dans le neuf. C'est sûr, c'est pour ça que la loi réglemente très très strictement les achats en VFA. Faut pas que... C'est Hugo ou Rémi, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur. Je crois que c'était Hugo. Ces points de vigilance, en réalité, il ne va pas savoir comment les traiter parce que c'est trop technique, mais le travail du notaire, c'est de vérifier le permis de construire, sa validité, de vérifier les assurances du chantier, que les assurances soient bien souscrites, que le permis n'ait pas été attaqué, bref, qu'on coche bien toutes les cases très strictement encadrées par la loi. C'est notre travail à nous. Et il y a une question aussi liée au financement. Le seul moyen de parvenir au bout de son acquisition, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, c'est que le notaire vérifie que le financement soit bien réel et qu'il existe
Ah oui, donc oui, mais là-dessus, il n'y a pas de marge d'erreur possible. Il n'y a pas de marge d'erreur possible, puisque quand vous signez chez le notaire, l'argent est sur la table en clair. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Je vais en profiter, cher maître, pour conclure sur cette finalement presque conclusion. C'est-à-dire que la marge d'erreur, en fait, c'est un résumé de tout ce qu'on vient de se dire. Oui. J'espère que vous avez appris des choses et que si vous avez des questions, vous vous adresserez à votre notaire. On est bien dans réduire au maximum les risques d'erreur. Parce que commettre une erreur à ce niveau-là de l'existence, on l'a vu, hein, je redis, on a parlé du mariage, on a parlé du Pacs, on a parlé de l'achat, on a parlé de la donation, de la succession. En gros, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut tout écrire. Et tout anticiper surtout, c'est ça. Poser toutes ces questions et tout anticiper, bien anticiper, ça roule. Merci maître.